suis ravi de donner tout de suite la parole au docteur Zaguri. Je n'ai pas besoin de présenter le docteur Zaguri, grand expert, grand psychiatre, grande figure de la psychiatrie. Donc je ne vais pas en dire grand-chose. Je vais dire un mot de Johan Naldi. Je suis ravi de le recevoir aujourd'hui au Congrès de l'Encéphale. C'est un marchand d'art, spécialiste du 19e, et qui se fait fort de découvrir, redécouvrir des œuvres, et peut-être même de résoudre des énigmes. Et une ici qui nous intéresse tout particulièrement. Nous allons découvrir de quoi il en retourne. Je vous donne la parole tout de suite. Merci pour votre invitation, cher professeur. Alors, quelqu'un tout à l'heure, bonjour à tous, quelqu'un tout à l'heure m'a demandé si mon intervention allait être drôle. J'ai quand même quelques doutes. Compte tenu du sujet qui nous intéresse, puisqu'on va quand même parler de Jack l'Éventreur, qui est probablement le tueur en série le plus célèbre de l'histoire du crime, et qui est devenu avec le temps une sorte de croque-mitaine presque irréelle, et qui inaugure vraiment par ses crimes monstrueux et l'enquête labyrinthique qu'il suscite la notion même de serial killer. Alors c'est évidemment une affaire légendaire de la criminologie. Ce dossier irrésolu suscite encore aujourd'hui de très vives controverses dans les cercles des éventrologues. Ces passionnés, les éventrologues, hein, ça dit tout, qui tentent de résoudre depuis plus d'un siècle ce cold case. On peut quelque part les soupçonner de surtout pas vouloir le résoudre. C'est mon hypothèse. Alors la communauté des spécialistes de ce dossier s'accorde pour imputer à l'éventreur 5 meurtres dits canoniques, commis dans une très courte période, entre le 31 août et le 9 novembre 1888, et dans un périmètre très restreint lui aussi, à peine 400 mètres carrés, dans le quartier londonien de Whitechapel. Alors ici, vous avez les 4 photographies des 4 premières victimes de l'éventreur, qui sont tout à fait terrifiantes, mais on va s'arrêter sur la photographie, oui, absolument éprouvante, de la 5e victime, qui a été prise par la police à l'époque, mais qui présente dans son atrocité un intérêt particulier, presque une vertu, c'est celle de nous rappeler que l'éventreur a bien existé, qu'il n'est pas du tout une fiction, et qu'il n'est surtout pas une légende urbaine. Le rapport médico-légal de cette pauvre malheureuse fait froid dans le dos. L'abdomen a été ouvert et vidé de son contenu, les organes dispersés dans la pièce, les seins coupés à leur base. Les enquêteurs constatent pour leur part que le tueur a emporté, comme c'est souvent le cas pour les tueurs en série, le cœur de la victime comme une sorte de trophée macabre. Alors dès le 27 septembre 1888, la police reçoit la très célèbre lettre d'Irbos, dans laquelle le meurtrier nargue la police, comme ça va être son leitmotiv plus tard, et dévoile pour la toute première fois son sobriquet, Jack the Ripper, que tout le monde connaît aujourd'hui. Alors, sous la pression médiatique et la terreur de la population, on imagine, la police va interroger 2000 personnes et arrêter 80 suspects qui seront tous relâchés faute de preuves. Alors, depuis 130 ans, la liste des suspects s'est évidemment allongée. Un ouvrage récent recense environ 300 suspects, ce qui est absolument considérable, plus ou moins fantaisistes d'ailleurs, parmi lesquels le prince Victor, duc de Clarence, qui était le petit-fils de la reine Victoria, Lewis Carroll, le célèbre auteur d'Alice, mais encore Joseph Merrick, c'était un petit peu le suspect idéal, plus connu sous le nom d'Elephant Man. Alors c'est là qu'en 2002, donc très longtemps après la commission des meurtres, Patricia Cornwell, la romancière américaine, fait son apparition. Elle s'empare du dossier et elle s'attache à démontrer dans un livre très important, un livre enquête très étayé, que Jack l'Éventreur, donc voilà son livre qui a beaucoup fait parler à l'époque, dans lequel elle stipule que le véritable meurtrier, c'est-à-dire Jack l'Éventreur, serait le peintre britannique Walter Sickert, une sorte de peintre impressionniste très énigmatique, auteur de nombreux nus féminins aux attitudes ambiguës, et qui fut d'ailleurs l'un des rares peintres à s'être intéressé à la question du fait divers, à la question du crime à l'époque. Très peu de peintres s'emparent de ce type de sujet. Donc c'est précisément la découverte d'une image inédite représentant, selon notre hypothèse en tout cas, qui fera hurler les éventrologues, un portrait de Jack l'Éventreur sous les traits de Walter Sickert,
qui va, de notre point de vue, venir confirmer par une image datant de l'époque des faits, et ça c'est la toute première fois que ça arrive dans ce dossier, la théorie très, très contestée de Patricia Cornwell. Donc le début de l'histoire, hein, il est tout simple, tout banal, ignorant à peu près tout ce dossier. D'ailleurs, j'achète en 2020 à l'hôtel des ventes d'Avignon un tableau parfaitement anonyme, non signé, dont le sujet n'a pas été identifié par le commissaire-priseur. C'est souvent le cas, et c'est comme ça qu'on découvre des tableaux parfois très importants qui ont perdu leur identité. Le tableau est présenté sans expertise, vendu comme une banale école française du 19e siècle et estimé à peine quelques centaines d'euros. Alors, au-delà de la très grande qualité picturale du tableau, je m'aperçois que je ne suis pas le seul à m'être intéressé à cette toile, puisque je retrouve, après une longue enquête dans les archives d'une revue spécialisée, parue une trentaine d'années avant, la photographie du tableau, qui a probablement été publiée par l'ancien propriétaire, et qui faisait une espèce d'appel au secours, parce qu'il s'interrogeait sur l'identité de ce tableau, qui pouvait-il représenter et par qui avait-il été peint. Alors pour ma part, après avoir effectué de nombreuses comparaisons stylistiques, j'en conclus, ça c'est 2 ans de travail, qu'il peut s'agir d'une œuvre du peintre français Jacques-Émile Blanche, qui fut l'un des grands peintres mondains du XIXe siècle. On lui doit notamment, vous le connaissez certainement, le portrait de... Donc ça c'est un portrait de Jacques-Émile Blanche, le portrait de Marcel Proust, pardon, qui est au musée d'Orsay. Et c'est là que ça devrait vous intéresser, puisque Jacques-Émile Blanche... c'est le petit-fils du psychiatre Esprit Blanche qui reprend en 1820 l'établissement de santé d'un disciple de Philippe Pinel et qui va devenir la maison du docteur Blanche située sur la colline de Montmartre. En 1846, l'établissement est transféré à Auteuil. C'est l'aliéniste Émile Blanche qui en assure la direction à partir de 1852. Sous son impulsion, la clinique du docteur Blanche va acquérir une très grande renommée, que vous connaissez certainement, et accueillir tout ce que Paris compte d'écrivains splénétiques, parmi lesquels Baudelaire, Nerval, Maupassant, entre autres. C'est donc dans cet établissement que Jacques-Émile Blanche appelait lui-même l'hôpital de la déraison, que le peintre construit sa personnalité. Il passe toute son enfance et toute son adolescence dans cet établissement de santé. D'ailleurs, l'un de ses amis, Lucien Corpéchaud, se souvient de Blanche et de son enfance en disant, quand il jouait dans le parc, donc de la clinique, l'enfant rencontrait d'étranges ombres. Il se trouvait au milieu de doux maniaques, d'inoffensifs déprimés, cherchant dans la poésie ou dans la musique des éléments de résistance au vent de leur folie. Il était réputé comme un peintre qui percevait les âmes, comme on disait à l'époque. Et lui-même ne dit pas le contraire, puisqu'il avoue « Je ne donne pas 20 minutes à un inconnu qui pose devant moi pour qu'il soit à moitié découvert. » Donc tout est dit. Daniel Halévy, l'un de ses amis, dira « Pinceau en main et toujours grand causeur. Il ne se laissait jamais étourdir ou distraire par sa propre parole. Ses modèles amusés prenaient sa conversation pour un jeu. Certes, elle était cela pour lui-même, mais elle était autre chose encore, un art, un instrument d'investigation. Un instrument d'investigation, ça c'est un point très, très important. Et pour finir, un autre de ses amis, François Mauriac, disant de Jacques-Émile Blanche qu'il possède le pouvoir de lire à travers les corps opaques. En considération de ces éléments d'ordre stylistique et historique qui ont vraiment leur importance, l'expertise d'un tableau ne peut plus aujourd'hui s'affranchir évidemment de l'impératif des examens scientifiques, dont les résultats peuvent éclairer l'expert ou l'amateur à la fois sur la technique du peintre, mais aussi sur la nature de ses constituants physiques. Avant d'être une image, un tableau, c'est avant tout un objet physique, qui dit beaucoup de l'image d'ailleurs. Alors pour notre tableau, je vais balayer ça assez rapidement par manque de temps, mais nous avons utilisé évidemment la photographie haute définition en lumière naturelle qui nous permet un examen très, très précis de l'œuvre. Une photographie sous lumière rasante qui vient comme caresser la matière et nous renseigner sur la nature de sa surface. La photographie sous lumière ultraviolette qui nous permet d'apprécier l'état de conservation général du tableau. Et puis la photographie sous lumière infrarouge, qui est probablement dans notre cas la photographie la plus instructive, parce qu'elle permet de révéler, par exemple, un dessin sous-jacent qui aurait été rendu invisible par la position d'une couche de peinture par le peintre.
Alors, la photographie infrarouge du revers nous a beaucoup renseigné, puisqu'elle nous a permis de révéler un monogramme, c'est une sorte de paraphe du peintre, en l'espèce un B majuscule suivi d'un L minuscule, qui est un paraphe qui est très souvent utilisé par Jacques-Émile Blanche dans ses tableaux. Donc en réalité, le tableau est très certainement signé, mais c'est parfaitement invisible à l'œil nu. Cette photographie infrarouge, elle nous renseigne également sur un élément intéressant, c'est l'esquisse d'une sorte de passage voûté situé à l'arrière du personnage, qui a été recouvert dans un second temps par le peintre, et qui est très évocateur des passages couverts qu'on trouve dans le quartier de Whitechapel où ont été commis les crimes, qui sont encore visibles aujourd'hui. Ici, vous avez un exemple de l'entrée de Miller's Court, qui est le lieu du crime, le lieu de la 5e victime de Jack Léventreur. Alors, autre élément très intéressant, la macrophotographie de la toile a fait ressortir des empreintes digitales. Alors ça, c'est très intriguant, qui sont, de mon point de vue, et très certainement celles de l'auteur de la toile. Malheureusement, il ne nous a pas été possible de les corréler avec des empreintes digitales de Jacques-Émile Blanche, qui, à notre connaissance, ne sont pas répertoriées. Alors, autre méthode tout à fait capitale en matière d'expertise, c'est les prélèvements de matière, qui consistent donc des sortes de biopsies de toutes petites quantités de pigments à des fins d'analyse chimique des différentes strates picturales. Elle permet essentiellement d'écarter la présence de pigments suspects, postérieurs, qui seraient incompatibles en tout cas avec une datation ancienne. Alors, concernant l'œuvre qui nous occupe, les conclusions du laboratoire sont sans ambiguïté, tous les pigments identifiés étant antérieurs au XXe siècle. Donc ça, c'était quand même très rassurant. Même si un examen clinique du tableau était déjà très clair sur ce point. Mais enfin, il vaut mieux toujours fermer cette porte. Alors, pour consolider notre faisceau d'indices, nous abordons l'étude du tampon au pochoir situé au revers du tableau, qui est une marque de fournisseur de matériel à peindre. Ici, celle de la maison Foinet, qui est active entre 1897 et 1904 et qui correspond tout à fait à la datation présumée de notre œuvre et qu'on retrouve par ailleurs dans de très nombreux tableaux de Jacques-Émile Blanche. On peut presque dire que Foinet était le fournisseur officiel de Jacques-Émile Blanche. Donc un tableau à clé, oui, un tableau à clé, évidemment, puisque c'est une des constantes chez Jacques-Émile Blanche, qui est une sorte d'adepte de la suggestion. Il ne révèle jamais directement la nature de son propos. C'est pas un peintre du premier degré, Jacques-Émile Blanche, et c'est très loin d'être le seul peintre mondain qu'on a voulu dire. Il convient donc de déchiffrer, selon moi, certains indices disséminés par lui sur la toile, afin de pouvoir accréditer l'hypothèse selon laquelle nous serions en présence de Jack Léventreur, dissimulé sous les traits de Walter Sickert. Alors, outre le personnage principal, qui vient barrer comme ça d'une oblique très forte le tableau, on observe un deuxième élément très fortement structurant dans la composition, c'est cette paire de roues rouges, sang presque, que l'homme observe discrètement d'un regard en biais et qui évoque immanquablement les charrettes à bras utilisées à l'époque par les livreurs de marchandises à Londres. Ici, vous en avez un spécimen ancien. Ce sont précisément ces roues de charrette qui constituent presque le deuxième personnage du tableau, qui nous mettent sur la piste de Jack Léventreur. On retrouve en effet la présence de ces roues de charrette de manière constante dans l'histoire des meurtres de Jack Léventreur. Ici, par exemple, un exemplaire de l'ambulance à bras ayant servi à lever le corps d'une des victimes du tueur en série. Mais c'est surtout, ou encore ici, c'est quelque chose de très intriguant, une roue de charrette suspendue à l'entrée de la maison d'Elizabeth Stride, qui était l'une des victimes de Jack Léventreur. Mais c'est surtout et c'est là l'élément le plus important, un charretier livreur de viande du nom de Charles Cross qui découvre le corps de la première victime de Jack Léventreur alors qu'il pousse une charrette à bras. La scène, comme vous pouvez le constater, a été figée comme telle à la fois dans l'imaginaire collectif, mais aussi
au musée Jack l'Éventreur de Londres dans cette reconstitution de la scène de crime. Alors, dans son ouvrage, Patricia Cornwell, elle évoque également la possibilité que l'une des armes utilisées par Jack l'Éventreur fut une sorte de poignard dissimulé dans une canne. Et on trouve en effet au 19e ce type d'arme très discrète, ou dans le même esprit, comme vous pouvez le voir ici, des spécimens de parapluies épais, qui pourraient être l'arme que tient notre homme entre les mains. Et enfin, pour terminer, les comparatifs physionomiques qui montrent de troublantes similitudes entre notre portrait et certaines photographies de Walter Sickert, une allure et des proportions générales très similaires. On note d'ailleurs que Sickert est rasé de près, ce qui est très rare pour l'époque, et on peut constater que le personnage de notre tableau est également parfaitement imberbe. C'est très rare aussi en matière iconographique au XIXe siècle. Forme du nez, quasiment identique, dotée d'une base relativement large, taille et contour des oreilles, petits yeux au regard perçant, bouche sans lèvres, profond sillon nasogénien, etc. Vous voyez, on a une ressemblance très frappante sur ces deux images. Alors évidemment, face à ce faisceau d'indices concordants, plusieurs questions se posent. En tout cas, moi, je me les pose. Walter Sickert a-t-il avoué à Blanche qu'il était l'éventreur? C'est peu probable. Blanche a-t-il recueilli les confidences, des témoignages extérieurs? J'en suis pas sûr. Jacques-Émile Blanche a-t-il deviné que son ami était Jack l'Éventreur, fixant son intuition sur la toile et laissant à la postérité le soin de déchiffrer son message implicite? Voilà, vous aurez compris que c'est l'hypothèse que je privilégie. Toutes ces questions, elles restent évidemment aujourd'hui en suspens. Elles vont encore agiter les éventrologues pendant plusieurs décennies. C'est une certitude. Je ne sais pas, il y en a peut-être d'ailleurs dans la salle. J'ai pas reçu de tomates encore, mais on sait grâce à la littérature ancienne, et ça c'est un point très important, que Blanche projetait l'écriture d'une monographie de Walter Sickert qu'il n'a finalement jamais écrite. Dans un texte longtemps resté inédit, le peintre nous fait une sorte de confidence avortée. J'ai souvent hésité à entreprendre une monographie de Walter. La figure picaresque de Sickert ne prendra son relief que par des mots, des anecdotes, et de la plupart de celles-ci, point encore n'est-il possible de parler. Cher Daniel, c'est à vous. Et bon courage. Merci Johan pour nous avoir présenté de façon passionnante vos recherches qui tiennent du hasard, de l'intuition, de l'obstination et du talent. Et merci d'avoir sollicité mon avis. Et comme psychiatre, je ne peux m'empêcher de dire que vous avez fait un cours de clinique, de sémiologie, et en utilisant des examens paracliniques. Voilà qui va parler à la salle. Alors, que peut dire le psychiatre de cette hypothèse selon laquelle Walter Sickert serait Jack l'Éventreur? Pour ce qui me concerne, ayant examiné une douzaine de tueurs en série français et de criminels apparentés, j'ai esquissé un modèle formel général que j'ai intitulé le tripot, la pondération variable. Pour faire court, cela signifie qu'il est inutile de se disputer en querelle d'experts aussi vaines que stériles pour savoir s'ils sont psychopathes, pervers ou menacés d'angoisse de néantisation. Les trois pôles sont présents. C'est la pesée de chacun qui varie. Certains sont essentiellement déséquilibrés, d'autres avant tout pervers, et un dernier contingent a basculé dans la psychose du fait de l'échec des digues du clivage et de l'envahissement délirant. Ce modèle explique en effet un clivage, c'est d'ailleurs le phénomène qui fascine le public, Dr Jekyll et Mr Hyde. Comment quelqu'un qui avait une vie ordinaire a-t-il pu commettre tout ça? Le clivage étant un puissant mécanisme de défense et de déformation du moi, qui fait office de frontière étanche. D'une part, un moi adapté, et d'autre part, une zone contenant des traces traumatiques susceptibles d'être réactivées
et qu'il faut absolument maintenir à distance de toute contamination. La fonction du passage à l'acte est d'externaliser cette dynamite interne et de transformer l'angoisse de néantisation et la menace d'effondrement en jouissance de toute puissance démiurgique. Mais en définitive, ce sont les tueurs en série eux-mêmes, bien mieux que les psychiatres, qui parlent de leur besoin de tuer. Quelques heures avant la chaise électrique, Ted Bundy, auquel on attribue une trentaine de crimes, expliquait « Au fond, j'étais une personne normale, sauf pour cette seule part, petite et très puissante, que je gardais très, très secrète. » Ou bien François Vérove, recherché comme le grêlé, qui, avant de se suicider le 29 septembre 2021, a laissé une lettre. Il aurait commis au moins 4 meurtres et 6 viols, et il écrit « En fait, je traînais une rage folle qui a fait de moi un criminel. Par période, je n'en pouvais plus. Il me fallait détruire, salir, tuer quelqu'un d'innocent. » Ce modèle général du tripôle s'accompagne de 2 caractéristiques fondamentales. L'existence d'un traumatisme désorganisateur précoce et le maintien envers et contre tout d'une idéalisation de l'image maternelle, même quand tout le contredit, même quand parfois ils ont été torturés par leur mère. Alors quel est ce traumatisme désorganisateur précoce chez Walter Sickert? Il est tentant de penser, dans le sillage de l'enquête de Patricia Cornwell, que ce sont 3 interventions chirurgicales entre les âges de 3 et 5 ans pour une malformation de l'appareil génito-urinaire dont on ne sait strictement rien. L'anomalie physique et le contexte effrayant de la chirurgie de l'époque sont sans doute à prendre en compte, mais dans une mesure que l'on ignore. Quant à l'idéalisation forcenée de l'image maternelle, alors que l'on peut penser que les passages à l'acte ont valeur de matricide déplacé, elle témoigne du maintien d'un espoir de réparation, mais surtout du fait que la violence interne extrême résulte de la tension du système entre idéalisation consciente et destructivité inconsciente. Leur slogan pourrait être « J'adore ma mère, mais je détruis d'autres femmes ». J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une interprétation personnelle ou d'une analyse personnelle, mais d'un constat clinique brut, quel que soit le sens qu'on lui donne. En tout cas, j'ai examiné des hommes qui ont tué des femmes de façon atroce, tout en protégeant de façon indéfectible l'image de leur mère. Alors je sais, mon cher Johan, que vous avez une tendresse particulière pour le tableau de Blanche intitulé de façon trompeusement anodine « Le petit déjeuner à Neuville ». Ce tableau représente Walter Sickert et sa mère. Et il explicite cette quête implorante de l'amour d'une mère qui se dérobe. Ce tableau, à lui seul, pourrait illustrer le rapport à la mère des serial killers que j'ai examinés. Alors, que retenir de ce que nous savons de la personnalité de Sickert? Sans doute d'abord l'enfant, au tempérament rebelle, qui se manifeste tôt par des dessins que l'on qualifie de sadiques. Ensuite, l'adulte très secret, que l'on a surnommé le gentleman des taudis, ayant de nombreux ateliers dans les quartiers les plus glauques de Londres, faisant des fugues de plusieurs jours sans rien en dire à ses 3 épouses dévouées successives. On ne sait strictement rien de sa sexualité. Je laisse à Blanche la responsabilité de son commentaire que l'on qualifierait aujourd'hui de misogyne. Il les choisit sans beauté, laides selon le monde, mais dignes de lui par leur intelligence et leur talent. L'une des caractéristiques du clivage est d'impliquer les tiers. Le psychanalyste Jean Guillaumin écrivait « On clive avec le cliveur » et c'est très juste. Ce qui est fascinant, c'est que tout se passe comme si Blanche et d'autres, comme de grands spécialistes de la peinture de Sickert, tels Delphine Lévy ou Emmanuel Pernoud, avaient d'abord eu des intuitions terribles qu'ils ont ensuite rejetées comme de pures spéculations psychologiques, la formule est de Delphine Lévy, comme s'ils butaient sur le mur du clivage. Ce dont ils ont eu l'intuition est proprement impensable. Dans une lettre à André Gide, Blanche écrit « La vie de Sickert déroute de plus en plus de monde. C'est un homme immoral, déconcertant,
Un mélange de dureté, d'orgueil et de mépris à la glaciale cruauté. Est-il banal de parler ainsi d'un ami de longue date, dont de surcroît on admire la peinture? Mais c'est sans doute dans le regard porté sur les nus de Sickert que ce mélange d'intuition et de dénégation est le plus frappant, comme lorsque Delphine Lévy évoque la jouissance démiurgique du peintre qui déforme la nature et introduit l'artifice dans la représentation. Ou bien, lorsqu'Emmanuel Pernoud relève à propos de la série du meurtre de Camden Town, on ne sait pas si la jeune fille est allongée, médite, ou si elle est effectivement morte. Mon cher Johan, à cause de vous, j'ai été contraint de me plonger dans les ouvrages consacrés aux nus en peinture. Je me suis infligé. Voilà. Mais je n'ai rien trouvé de semblable aux nus de Sickert. Est-ce que vous le confirmez? Tout à fait, cette approche très, très particulière des nus chez Sickert est très singulière dans la peinture du XIXe siècle. Il y a toujours ce climat très, très ambigu, très angoissant. En vérité, Walter Sickert ne se contente pas de casser les codes, de défier les académismes, les classicismes ou de secouer le cocotier des maîtres. Sickert peint des cadavres à venir. C'est une attaque destructrice pure et simple de l'image féminine, d'une crudité inégalée. Jugez-en par vous-même. On pénètre comme par effraction dans des chambres misérables avec de pauvres petits lits en fer. On y trouve des corps passifs, inertes, maigres ou opulents. Des hommes habillés dans une posture de domination ou d'hébétude, aux côtés d'une femme dont on ne sait si elle est vivante ou morte. Les cadrages sont indécents, surtout pour l'époque. Aujourd'hui, bon... Pas sûr. Les traits du visage sont effacés, comme pour chosifier ces femmes et les dépersonnifier. Les couleurs de la chair sont flétries, évocatrices de corps en décomposition. On a le sentiment que Sickert tente de saisir le moment précis du passage de la vie à la mort, fantasme récurrent des tueurs en série. Le compte-rendu du procès de Gilles de Rais en témoigne. Ils s'asseyaient parfois sur leur ventre et se délectaient de les voir ainsi mourir, et ils s'asseyaient de biais pour mieux voir leur faim et leur mort. Alors, en conclusion, jamais une expertise psychiatrique ne permettra à elle seule d'affirmer de façon absolue et irréfutable que Walter Sickert était Jacques l'Éventreur. Mais il y a suffisamment d'arguments convergents dans votre sillage et dans celui de Patricia Cornouel pour estimer que l'implication de Sickert dans les crimes de Jacques l'Éventreur est une hypothèse très sérieuse. Alors, Johan, avez-vous quelque chose à ajouter ? C'était déjà très complet, comme on pouvait s'y attendre. Juste une chose, oui, là vous avez un exemple encore très frappant de ce regard très singulier que porte Sickert sur le corps féminin. Encore un autre exemple, il y en a énormément. J'attire votre attention sur ce tableau, toujours de Walter Sickert, et qui est un indice supplémentaire qui converge vers sa probable culpabilité. C'est que c'est le seul peintre au XIXe siècle qui a peint un tableau qu'il a intitulé nommément La chambre de Jacques l'Éventreur. C'est le seul tableau qu'on connaisse. Voilà, je vous laisse méditer sur ce très beau tableau. Voilà, nous vous remercions de votre attention.